Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Ce sont les mots prononcés par le président rwandais Paul Kagame lors de la commémoration ce 7 avril du début du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Pour l'occasion, le chef de l'État s'est rendu au mémorial de Gisozi où il a allumé la flamme du souvenir. Le développement des chaînes de valeur agricole en Côte d'Ivoire, une initiative a été lancée en ce sens par les autorités ce 5 avril à Abidjan. Elle s'étendra sur 4 ans. Et puis nous irons au Bénin où le chantier du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey et de valorisation du site palatial d'Abomey se poursuit. Fruit de la coopération franco-béninoise, ce projet s'inscrit aussi dans la dynamique de restitution des œuvres culturelles. Mais tout d'abord, le ton monte entre le Tchad et l'Allemagne. Les autorités tchadiennes ont décidé d'expulser l'ambassadeur allemand Jan Christian Gordon Krieg. Le gouvernement lui donne 48 heures pour plier bagage. L'information émane d'un communiqué diffusé ce 7 avril par Aziz Mahamat Saleh, le porte-parole du gouvernement. D'après ce même document, cette directive s'explique par, je cite, l'attitude discourtoise et le non-respect des usages diplomatiques par l'ambassadeur d'Allemagne. Une décision qui était en quelque sorte attendue selon certaines sources proches du pouvoir. En cause, les prises de position critiques du diplomate envers les autorités de transition. Pendant 100 jours, la flamme du souvenir brûlera en hommage aux victimes. Le Rwanda a commémoré ce 7 avril le début du génocide des Tutsis en 1994. Pour l'occasion, une cérémonie était organisée au mémorial de Gisozi. Cérémonie marquée entre autres par la prise de parole du président Paul Kagame qui appelait à combattre la négation du génocide. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakaisenga. Un bouquet de fleurs pour rendre hommage aux victimes. Une lumière de la mémoire, signe de l'espoir renouvelé. Le Rwanda débute une semaine des activités de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. It's very clear that the wounds are still deep. Il est très clair que les blessures sont encore très vives. Mais je remercie tous les Rwandais d'avoir refusé d'être définis par cette histoire tragique. Et les gens ont réussi à tourner la page et à aller de l'avant. Les gens ont décidé de continuer à vivre et ont même été prêts et disposés à faire la chose la plus difficile en décidant de pardonner. Mais nous ne pouvons pas oublier. Well, but we can't forget. La flamme de l'espoir va brûler au mémorial du génocide de Kigali pendant 100 jours, le temps qu'a duré le génocide qui a emporté plus d'1 million de personnes. Pendant cette période, des activités seront organisées pour non seulement rendre hommage aux victimes, mais aussi pour éduquer les jeunes sur l'histoire du Rwanda, notamment dans cette période sombre, afin de préserver la mémoire. Ndashimira leta y'u Rwanda mwaradufashije turiga Je veux remercier mon pays et tous ceux qui nous ont aidés à reprendre l'éducation pour avoir donné de l'abri à ceux qui n'en avaient plus et pour avoir fait en sorte qu'on puisse s'épanouir et réaliser de beaux rêves après avoir tout perdu. À tous les jeunes, je veux vous dire que la paix qui règne dans ce pays n'est pas un cadeau tombé du ciel ou que les pays puissants nous ont remis. Il y a ceux qui se sont sacrifiés pour ça et je vous exhorte d'en prendre grand soin. nubwo ari abanyamahanga bakufashe kado ngo baduhe iki gihugu uko kimeze hari ababiharaniye ndabasaba rero ko mwadufasha tukabisigasiga. 9e commémoration est placée sous le thème Mémoire, Unité et Renouveau. Au cours de la semaine de commémoration, plusieurs messages d'hommage devraient être envoyés du monde entier au Rwanda. Les activités sont aussi organisées dans différents pays pour dire plus jamais de génocide.
Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo poursuit ses préparatifs à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Alors que les opérations d'enrôlement électoral sont toujours en cours, l'opposition a exprimé ce 7 avril ses inquiétudes quant à ce processus. La coalition Lamuka évoque en effet des irrégularités. Le représentant de la coordination des opérations électorales de la formation, Jean-Félix Senga, estime que rien ne rassure que la CENI soit, je cite, capable d'organiser en République démocratique du Congo des élections transparentes, impartiales et apaisées. La coalition demande également à l'instance plus de transparence en divulguant le coût de cette opération électorale. Autre requête, la tenue d'une réunion entre, je cite, parties prenantes pour des mesures correctives. Au Mali, les autorités de transition ont entamé les préparatifs en vue des prochaines échéances électorales. Le 5 avril, l'autorité indépendante de gestion des élections a réceptionné une importante cargaison de matériel informatique. Une livraison qui entre dans le cadre du programme d'appui aux réformes et aux élections au Mali financé par le gouvernement japonais. Gladys Mamba. Ordinateur portable, imprimante, cartouche d'encre ou encore disque dur externe. Un important lot de matériel informatique a été remis le 5 avril à l'autorité indépendante de gestion des élections pour l'organisation des futures échéances électorales au Mali. Coût de l'opération, environ 1 milliard de francs CFA. Cette remise est la deuxième du genre du Japon dans le cadre de la mise en œuvre du PAREM, le programme d'appui aux réformes et aux élections au Mali pour la période 2021-2023 financé par le gouvernement japonais. Le Japon est très heureux de soutenir les efforts déployés par les autorités maliennes en matière de refondation de l'État et de retour à l'ordre constitutionnel. L'appui apporté par le PAREM, grâce aux contributions des partenaires techniques et financiers, vise à renforcer les capacités de l'administration électorale dans la mise en œuvre des actions prioritaires inscrites au chronogramme du gouvernement de transition. Une feuille de route devant conduire à un retour à l'ordre constitutionnel en février 2024, 4 ans après le coup d'État d'août 2020 et le début de la transition politique un mois plus tard. Vous nous donnez l'opportunité ici d'avoir des outils précieux, un équipement précieux par lequel nous allons pouvoir démontrer à notre nation, à notre peuple, mais aussi à la face du monde entier, toute la détermination de l'autorité indépendante chargée des élections d'occuper sa place, toute sa place dans la reconstruction, dans la refondation. Alors que le référendum sur le projet de constitution initialement prévu le 19 mars 2023 a été reporté sine die, les autorités maliennes de transition assurent de la tenue dans les délais des futures échéances électorales. Rappelons que le nouveau chronogramme issu de la prolongation de 24 mois de la période de transition politique à compter du 26 mars 2022 prévoit notamment l'élection des conseillers des collectivités territoriales en juin 2023, celle des députés de l'Assemblée nationale en octobre et novembre et l'élection du président de la République en février 2024. Elle est dénommée Facilité d'appui aux entreprises pour des chaînes de valeur agricole résilientes. C'est l'initiative lancée ce 5 avril par le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, financé notamment par l'Union européenne. Ce projet sera mené dans 9 pays d'Afrique sur une durée de 4 ans. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, le projet ciblera notamment les filières cacaoyères et anacardes. Les détails avec Esther Conan. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture a procédé le 5 avril 2023 à Abidjan au lancement du projet intitulé « Facilité d'appui aux entreprises pour des chaînes de valeur agricoles résilientes », conjointement financé par l'État ivoirien, l'Union européenne, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et le gouvernement allemand. Le projet devrait permettre d'améliorer la productivité du secteur privé, les recettes fiscales de l'État ivoirien, ainsi que les conditions de vie des petits producteurs, ceci tout en tenant compte des questions environnementales. Je ne peux que me réjouir de la mise en route du projet qui nous réunit ce jour, projet dénommé « Facilité d'appui aux entreprises pour les chaînes de valeurs agricoles résilientes ».
Il a pour but, en effet, de développer et d'améliorer les capacités opérationnelles des acteurs tout au long des chaînes de valeur agricoles dans les pays ACP afin de renforcer leur agilité et leur adaptation face à ces fléaux. Financé à hauteur de 56 millions d'euros, dont 43,3 millions d'euros de l'Union européenne et de 12,2 millions de l'Allemagne, ce projet a débuté en mars 2023 et s'étend sur une durée de 4 ans. Selon les autorités ivoiriennes, le projet cible principalement les chaînes de valeur des filières maïs, bétail, cacao et anacarde. Avec une production de 1 million de tonnes de noix de cajou en 2022, la filière anacarde, dont la Côte d'Ivoire est le 3e producteur mondial, va bénéficier d'un appui de 24,2 millions d'euros pour la modernisation des unités de production. Le projet justement va s'attaquer à professionnaliser les petits entrepreneurs pour qu'ils organisent mieux leur filière, pour qu'il y ait de la formation aussi dans des techniques agricoles intéressantes qui sont, disons, meilleures aussi pour le climat, moins d'utilisation de pesticides. Et donc pour faire avancer la productivité et augmenter les revenus des petits producteurs. Championne du cacao, de l'anacarde, de l'EVA et du coton, la Côte d'Ivoire exporte encore la majorité de ses productions agricoles à l'état brut. Pour échapper au diktat des cours des matières premières, le gouvernement ivoirien multiplie les investissements afin de transformer localement au moins 50% l'ensemble de sa production agricole d'ici 2030. Le secteur agricole ivoirien représente environ 1/5 du PIB et emploie les 2/3 de la population. Il est le fruit du partenariat franco-béninois. Le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey et de valorisation du site palatial d'Abomey est actuellement en cours de construction dans cette ville située au sud du pays. Un chantier qui permet par ailleurs à une centaine d'ouvriers artisans de renforcer leurs capacités. Ce projet devrait être achevé d'ici 2025. Reportage de notre correspondant Lefty Onou. Un chantier école de formation des ouvriers artisans du bâti est opérationnel à Abomey, ville historique située à environ 137 km de Cotonou. Il est mis en œuvre dans le cadre de la valorisation du site palatial d'Abomey à travers la construction du musée des rois et Amazones du Dahomey. Né d'un partenariat entre le centre de formation professionnelle et d'apprentissage d'Abomey et les compagnons du devoir français, cet établissement permet à une centaine d'apprenants des métiers artisanaux de renforcer leurs capacités techniques sur le site de l'Institut français d'Afrique noire IFAN. L'objectif visé est de contribuer à préserver les savoirs en matière de construction et de restauration du bâti afin de redynamiser les savoir-faire artisanaux traditionnels. Il y a des métiers, la chaume par exemple, ça n'existe pas. En formation, au CPA, bas-relief, ça n'existe pas. Donc c'est une chance pour le CPA. Et quand un centre de formation arrive à avoir cette compétence, c'est pour tout le Bénin. On leur a appris à construire une charpente qui va durer 50 ans, 60 ans, 100 ans, voire plus. Un petit peu comme on peut le voir sur, en parallèle, je dirais Notre-Dame de Paris, par exemple. L'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme a engagé une fouille archéologique sur l'espace devant abriter les travaux de construction du Murad. Les palais des derniers rois d'Abomey, Guézo, Glélé, Béanzin et Agboli Agbo seront restaurés grâce au projet. Le gouvernement a inclus le palais Akaba et celui de la reine Tassirangbe dans ce dispositif. Outre les palais royaux, un musée aux standards internationaux pour accueillir les collections représentatives de l'histoire du royaume du Dahomey sera construit. Une promenade patrimoniale sur l'intégralité du site palatial d'une superficie de 47 hectares. L'ensemble du projet est estimé à près de 30 milliards de francs CFA, dont 23 milliards de francs CFA d'apport de l'AFD sous forme de prêts et dons et 7 milliards de francs CFA du budget national. Dans l'actualité sportive, à présent, elle a été la première arbitre camerounaise à officier lors d'une CAN masculine de football. Karine Atezambong a été distinguée par son pays ce 6 avril. Elle a reçu un prix d'excellence par le ministère des Sports en partenariat avec l'UNESCO. Reportage de notre correspondant Christian Djimadeu. Karine Atezambong, l'arbitre de football, première camerounaise à arbitrer un match de Coupe d'Afrique masculine de football honoré dans son pays.
En marge de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix célébrée le 6 avril, Atezambon Karine reçoit un prix d'excellence décerné par le ministère camerounais des Sports en partenariat avec l'UNESCO. Moi, ça représente beaucoup, ça représente l'accomplissement d'un travail parce que, comme je le disais tantôt, tout ça, c'est la reconnaissance du travail que j'ai abattu jusqu'au jour de juger. Alors, ça me fait chaud au cœur qu'une fois de plus qu'on reconnaisse ce travail acharné depuis des années. Comme elle, une quinzaine d'acteurs locaux du sport ont reçu des prix, notamment des récompenses pour la promotion des activités physiques et sportives, mais aussi pour leurs actions en faveur du rayonnement du sport camerounais. Le sport, c'est un facteur de rassemblement. Et vous avez vu, par exemple, pendant des grandes compétitions internationales, je vais parler de la Coupe du Monde, par exemple, j'avais vu un certain match Iran contre États-Unis, c'était en 2014, je pense. Et donc, j'ai vu comment deux pays qui ne s'entendent pas, qui sont constamment dans la guerre, peuvent venir sur le terrain, jouer au ballon et dans le même objectif et la même ambition. Le sport est ce facteur qui peut permettre aux uns et aux autres de vivre ensemble, de resserrer les liens, si vous voulez. Maintenant, pour le développement, c'est vrai. Ça nous donne l'occasion d'avoir, par exemple, du boulot, il y a du travail, il y a beaucoup d'activités, les infrastructures, c'est autant de choses. Le Cameroun a placé le sport dans sa stratégie de développement. En plus des lauriers glanés dans divers sports à travers le monde, il accueille de plus en plus de grands événements sportifs internationaux, à l'instar du championnat d'Afrique de boxe prévu du 13 au 25 juin 2023 à Yaoundé. Le Cameroun est par ailleurs candidat à l'organisation du prochain championnat d'Afrique de volleyball en septembre 2023, dont son équipe nationale a remporté les 3 dernières éditions. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.